nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. Au Soudan, les manifestations contre le pouvoir militaire violemment réprimées à coups de grenades lacrymogènes. Les hôpitaux sont également pris pour cible par les forces de l'ordre. En Éthiopie, le blocus de l'aide humanitaire au Tigré dénoncé par l'OMS, un blocus qui ferait vivre à la population un véritable enfer. Le chef de l'OMS réclame une résolution politique et pacifique du conflit qui perdure depuis plus d'1 an. Et puis au Bénin, découverte de la commune de Zé, près de la capitale Cotonou, une ville historique, culturelle et écotouristique qui abrite la forêt sacrée de Zanouji. Mais d'abord, Air France suspend ses liaisons avec le Mali, une annonce faite ce mercredi avec effet immédiat. Une suspension qui fait suite aux sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre de la junte au pouvoir. La CEDEAO qui a décrété dimanche la fermeture des frontières avec le Mali et un embargo commercial et financier. Les vols Paris-Bamako programmés les jours suivants seront également annulés, selon la compagnie aérienne française. L'Union européenne devrait également prendre des sanctions. Au Soudan, les manifestants hostiles au pouvoir militaire sont régulièrement la cible de tirs de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre, des violences qui ciblent également les hôpitaux. Les services hospitaliers déplorent de plus en plus d'attaques venant des forces de l'ordre. Zahra Mohamed Moutiou. Des hôpitaux attaqués. Au milieu des rassemblements contre le coup d'État d'octobre 2021, des médecins soudanais tirent la sonnette d'alarme face aux violences auxquelles ils doivent faire face désormais. Ces violences sont provoquées par les forces de sécurité qui s'en prennent aux hôpitaux où des manifestants sont rapatriés pour y être soignés. C'est contraire à l'éthique, inhumain et inacceptable. Il est totalement inacceptable d'attaquer des hôpitaux qui sont protégés. Le personnel de l'hôpital universitaire de Khartoum déplore 3 attaques orchestrées par les forces de l'ordre ces derniers mois. Les médecins ont soumis un rapport au bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, documentant plus d'une vingtaine d'incidents depuis le coup d'État. En visite à l'hôpital de Khartoum, l'ambassadrice suédoise au Soudan exprime son indignation. Ils ont dû transporter leurs patients à l'extérieur pour pouvoir les soigner et afin qu'ils ne s'étouffent pas. C'est une violation flagrante des droits humains les plus fondamentaux. Le 8 janvier, le comité de sécurité de Khartoum a exprimé ses regrets face aux violations perpétrées dans l'enceinte de l'hôpital. Dans un communiqué, il annonce la mise en place d'une mission composée d'officiers de haut rang postés à l'intérieur des hôpitaux afin d'empêcher la survenue de nouvelles attaques. En Somalie, un attentat à la voiture piégée a fait une dizaine de morts ce mercredi à Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les rebelles djihadistes Shebab dans le sud de la capitale. Ces derniers ont affirmé avoir ciblé des responsables étrangers. Les précisions avec Kamesh Katapoulé. Bâtiments détruits, véhicules partis en fumée. En Somalie, la capitale Mogadiscio a de nouveau été le théâtre d'un attentat suicide à la voiture piégée. L'incident survenu dans le sud de la ville s'est produit au passage d'un convoi de sécurité. Bilan, au moins 10 personnes sont décédées. Nous savons qu'au moins 10 personnes ont été tuées, dont 5 soldats dans l'explosion d'une bombe qui a également fait plusieurs blessés. L'attentat a ensuite été revendiqué par les Shebab. Le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda sème régulièrement la terreur au sein de la capitale. Les Shebab disent dans un communiqué avoir pris pour cible des responsables étrangers. Un drame aussitôt condamné par le pouvoir, le gouvernement qui appelle avant tout à l'unité en cette période d'instabilité politique. De tels actes de terrorisme ne feront pas dérailler la paix et les développements en cours dans le pays. Nous devons nous unir dans le combat contre le terrorisme. Cet attentat à la voiture piégée intervient quelques jours après la signature de ce qui s'apparente à un dénouement. Le 9 janvier, les dirigeants somaliens se sont entendus sur un accord relatif à l'achèvement des élections parlementaires d'ici le 25 février prochain. Et dans l'actualité également, en Tunisie, un mouvement de grève de grande ampleur pourrait survenir. C'est ce que révèle l'UGT, Union Générale Tunisienne du Travail. Une grève issue d'un climat social tendu qui risquerait de toucher plus de 80% des secteurs à défaut de dialogue social. Selon l'UGT, le communiqué publié le 11 janvier 2022 par la présidence du gouvernement ne répondrait pas aux revendications.
La centrale syndicale conteste les mesures d'austérité adoptées par le gouvernement pour sortir le pays de la crise financière et économique. Au Lesotho, le taux d'électrification est estimé à seulement 48%. Afin d'améliorer l'accès à l'énergie, le pays a obtenu un financement de 9,8 millions de dollars pour la construction de mini-réseaux solaires dans plusieurs régions du pays. Les précisions de Wilfred Damou. Au Lesotho, environ 52% de la population n'a pas accès à l'électricité. Face à cette situation, l'initiative de financement de l'électrification et la Renewable Energy Performance Platform ont accordé 9,8 millions de dollars pour la construction de 11 mini-réseaux solaires d'une capacité totale d'1,8 MW crête. Le Lesotho, avec ses 30 000 km² et puis ses 2 millions d'habitants, pourrait envisager de miser sur les éoliennes et sur l'énergie solaire parce que c'est un pays très ensoleillé et c'est un pays montagneux. Et puis aussi compter sur les centrales sud-africaines, compter sur par exemple faire des jonctions avec l'Afrique du Sud concernant l'électrification du pays. Le Lesotho a un taux d'électrification d'environ 48%. Depuis 2017, les autorités explorent la possibilité d'installer des mini-réseaux électriques alimentés par le renouvelable dans plusieurs régions afin d'augmenter ce chiffre. Le gouvernement poursuit actuellement son plan de transition énergétique avec pour objectif de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Lesotho est un pays où il y a beaucoup aussi de rivières, donc il faudra compter aussi sur des barrages pour faire de l'électrification. C'est une volonté politique et puis un engagement auprès de sa population pour le développement futur du Lesotho. Le gouvernement du Lesotho devrait s'y atteler pour que l'électrification se fasse convenablement. D'après les prévisions de One Power, l'entreprise locale qui va piloter le projet d'électrification au Lesotho, une fois achevé, les mini-réseaux devraient générer jusqu'à 3 480 MW par an et réduire d'environ 2 780 tonnes par an les émissions de CO2 dans le pays. En Éthiopie, l'OMS dénonce le blocus de l'aide humanitaire au Tigré, un blocus qualifié d'insulte à l'humanité qui ferait vivre à la population un véritable enfer. La région est depuis novembre 2020 le théâtre d'un conflit armé entre le gouvernement fédéral et le Front populaire de libération du Tigré. Le chef de l'OMS réclame une résolution politique et pacifique de ce conflit. Les précisions avec Gladys Mamba. C'est un plaidoyer en faveur de sa région natale. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, appelle les autorités éthiopiennes à garantir un accès humanitaire sans entrave au Tigré, théâtre depuis 14 mois d'un conflit armé entre les forces fédérales et les anciennes autorités locales issues du Front populaire de libération du Tigré. La région du Tigré est en état de siège depuis plus d'1 an. Imaginez un blocus complet de 7 millions de personnes pendant plus d'1 an. Et il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, pas de soins, pas d'électricité, pas de télécom, pas de médias, pas d'argent, pas de services bancaires. Et imaginez l'impact de tout cela sur la santé. Le manque de médicaments a un impact direct et des gens meurent. Mais le manque de nourriture tue aussi. Et en plus de cela, les attaques quotidiennes de drones tuent des gens. Une situation que le chef de l'OMS a une nouvelle fois dénoncée le 12 janvier lors d'une conférence de presse à Genève. Une rencontre au cours de laquelle il a évoqué les multiples tentatives de son organisation pour assurer l'envoi de l'aide humanitaire dans toutes les zones vulnérables du pays. Du côté de l'OMS, nous avons essayé d'avoir accès, d'envoyer des médicaments au Tigré et dans d'autres zones touchées par le conflit, les régions d'Afar et d'Amara. Nous avons été autorisés à envoyer des médicaments dans les régions d'Afar et d'Amara, alors que nous n'étions pas autorisés à en envoyer dans la région du Tigré. Nous avons approché le bureau du Premier ministre. Nous avons approché le ministère des Affaires étrangères. Nous avons approché tous les secteurs concernés, mais aucune autorisation n'a été délivrée. Donc il y a une mesure flagrante qui a été prise. C'est un blocus et un siège depuis plus d'1 an. Et depuis juillet surtout, aucun médicament n'a été délivré par l'OMS. Aucun. En décembre dernier, l'OMS est parvenue à expédier 14 tonnes de fournitures médicales à Afar et 70 tonnes à Amara, sans pouvoir en expédier à la région du Tigré. Les frappes aériennes meurtrières continuent d'entraver le déploiement de l'aide humanitaire, alors que quelques 7 millions de personnes en ont actuellement besoin dans ces régions. Au Bénin, découverte de la commune de Zé, près de la capitale Cotonou, la ville abrite la forêt sacrée de Zanouji, un site historique, culturel et écotouristique qui regorge de massifs granitiques. Reportage de notre correspondant Lev Tionou. Un massif granitique dans une forêt sacrée au sud du Bénin, dans la commune de Zé.
Nous sommes ici dans le royaume des Aïzo, lieu historique de légende sublimé par un paysage entremêlé de points d'eau, de rochers et de la biodiversité. Selon l'anecdote, l'ancêtre des Aïzo, Donu Zogigi, fondateur de la dynastie Aï Azonon, l'actuel Zé, serait sorti de la terre par un phénomène volcanique mystérieux. Après la solidification des laves volcaniques, des monticules rocheuses ont été érigées en palais royal dans la forêt, lieu où différents rois Aï Azonon se sont succédés. À l'occasion de la célébration de la fête des cultes endogènes, la divinité Sakpata est vénérée dans la forêt sacrée de Zanoudji. Il y a la carte d'Afrique en forme rocheuse ici. Je n'en suis ni l'auteur ni le concepteur. C'est impressionnant. Il n'y a aucune divinité réalisée à la main dans cette forêt. Les rochers représentent la force de la divinité des Aïzo. La forêt Zanoudji est sacrée. La forêt sacrée de Zanoudji présente des aspects pittoresques très attrayants. Elle dispose d'un palais royal où le roi Zanoudji réalisait des cérémonies particulières en présence de sa cour. La forêt sacrée de Zanoudji demeure non seulement un site naturel conservé grâce aux valeurs endogènes, mais aussi aux sensibilisations des ONG œuvrant pour la sauvegarde de la biodiversité. La forêt sacrée de Zanoudji a attiré notre attention dès 2018. On a découvert ce site naturel et écotouristique qui nous a impressionnés. On s'est dit on va revenir sur ce site et attirer davantage l'attention sur l'importance de préserver ce patrimoine naturel que nous avons. Le site écotouristique de la forêt de Zanoudji, qui s'étendait sur près de 50 hectares, est sous la menace anthropique au point où il couvre actuellement environ 17 hectares. A noter que la forêt de Zanoudji a été consignée au registre international des aires du patrimoine autochtone communautaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.